Déjà, est-ce que tout le monde ça va là? Vous êtes bien cet après-midi? Voilà, un petit peu endormi, mais ça va. Ok. Alors, du coup, je vais vous parler de Nestor. Nestor, c'est notre outil de déploiement et de gestion des configurations sous Kubernetes pour nos microservices. Donc, plein de buzzwords, c'est cool. Et du coup, je vais vous parler de tout ça. D'abord, je vais commencer par me présenter. Si ça veut bien passer au slide. Cool. Je m'appelle Saad, j'ai rejoint Captain en mai de cette année en tant que SRE au sein de l'équipe opération. Donc, on s'occupe de la plateforme pour notre application de VTC. Auparavant, j'ai eu des expériences en tant qu'admin système, réseau, DBA, mais grosso modo, toujours un sysadmin dans l'âme. Vous pouvez suivre les liens qui sont juste sous le slide. Donc, notre blog engineering, notre Twitter et notre blog Medium. Donc ça, c'était pour la petite partie promo. Alors, l'agenda pour notre petite heure qu'on aura ensemble, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Captain, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre business. Dans un second temps, ça va être la petite histoire sur comment était notre infra au préalable. Qu'est-ce qui nous a poussé, en fait, le problème qu'on a eu et qui nous a poussé au changement. Du coup, l'arrivée de Nestor et sa mutation. Et enfin, on finira avec une petite conclusion et un petit mot pour la suite. Du coup, Captain. Alors, Captain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application de chauffeur VTC. La principale distinction qu'on a avec nos concurrents, c'est qu'on fait tout en fait pour nos chauffeurs et pour nos passagers. Par exemple, ce qu'on peut avoir côté passager, c'est que là, vous avez récemment ce qui a été mis en place, c'est l'arrondi solidaire. Donc, on vous propose d'arrondir à 50 centimes au-dessus votre course. Et en fait, on fait des dons à des organisations. Donc, ça peut être pour l'éducation, ça peut être pour plein de choses. Et on a plein comme ça de petites choses qui arrivent. Comme très prochainement, en fait, on aura notre programme de fidélité qui sera complètement remis au goût du jour. Donc, vous aurez plein de petites choses à gagner. La petite chronologie de Captain, ça a été créé en 2012 par 3 ingénieurs. Donc, c'est arrivé globalement très peu de temps après Uber en France, mais c'est pas ce qui a poussé donc les fondateurs à lancer le produit. C'était initialement du coup sur la région parisienne. Après, ça s'est étendu sur la French Riviera, donc Cannes, Nice, puis ça a été sur Lyon. Et en fait, surtout, l'événement marquant qu'il y a eu, c'est fin 2017, début 2018, l'entrée du groupe Daimler Mobility Service en tant qu'actionnaire majoritaire au sein du groupe et qui a permis, du coup, par la suite, d'avoir une expansion à l'international. Donc, on a eu Lisbonne en 2018 et cette année, gros coup avec Londres et le rebranding en tant que Captain. Et c'est ce qui nous a amené en fait à avoir une grosse croissance et du coup plein de problématiques qu'on a eues sur l'infra. Des petits chiffres. Du coup, là, ce qu'on retient essentiellement, en fait, c'est que sur chaque année, on fait facilement x2 en termes de chiffres. Donc là, c'est à tout niveau, en nombre de courses, en nombre de chauffeurs qui sont partenaires ou tout simplement en revenus, puisque les actionnaires ils sont contents. Et les chiffres, du coup, pour l'infrastructure, à l'heure actuelle, on tourne sous Kubernetes. Donc, on a plus de 100 nœuds, plus de 130 microservices, plus de 20 deploys par jour et plus d'un millier de process, donc au sens pod. Et après, on a une stack assez classique, comme vous pouvez retrouver du Prometheus avec du Grafana, ELK. Donc, ça, je pense que vous êtes plutôt tous familiers à ce niveau-là. Donc maintenant, on va passer à la petite histoire sur quel était l'infra Captain initialement. Donc Heroku. Qui dans la salle a déjà utilisé Heroku? Bon, ça va. Vous êtes plutôt tous familiers. Alors du coup, le why, en fait, c'est que y a des avantages quand on débute. Donc Heroku, c'était la plateforme legacy qui était utilisée au début de Captain. Pourquoi? C'était que initialement, en fait, c'était que des développeurs. Il n'y avait pas de personnes qui s'occupaient de la partie plateforme, production au sein de Feu, chauffeur privé devenu Captain. Et on avait besoin du coup d'avoir une infra qui était plutôt orientée pour les devs et où on avait juste besoin de pousser du code et que ce soit disponible pour nos clients. Donc c'est facile à gérer pour des développeurs. Je vais passer un petit peu. Ce que vous avez, c'est que du coup, c'est prêt à l'emploi pour les développeurs et surtout, il y a un truc qui est super cool avec Heroku,
c'est que peu importe le langage que vous utilisez, vous allez juste pouvoir dire à Heroku où est-ce qu'il est situé votre repo, et il va pouvoir en fait compiler ça et le mettre à disposition de vos utilisateurs de façon assez rapide et facile au niveau de la gestion. Un des autres aspects, c'était que tout était en mode SaaS, c'est-à-dire que la base de données, c'était du SaaS, le logging, c'était du SaaS, et là, la plateforme, c'était du SaaS. Et à ce moment-là, c'est que là, on a Heroku qui se prête bien au jeu et qui est assez facile d'utilisation. Au niveau de la partie configuration de management, on utilisait ça, on utilise du SCM du coup on utilise des repo Git où on a un outil de déploiement et de configuration pour lesquels je vais rentrer un peu plus en détail. Et au niveau des déploiements, en fait, c'était un outil qu'on appelait Let's Deploy qui nous permettait du coup de pousser nos releases des microservices directement sur la production. Une chose à savoir aussi que j'ai noté, que je suis un peu passé rapidement dessus, c'était que tous les serveurs qu'on pouvait avoir, donc à l'époque c'était essentiellement du GCP, c'était du provisionnement qui était fait à la main, comme on l'a vu dans le Flash Talk en fin de matinée. C'est pas ce qu'il y a de plus cool, et pour des ops, c'est un peu chiant à gérer. Du coup, Let's Deploy. Let's Deploy, c'était un ensemble de scripts qui étaient écrits en Python et qui étaient là pour s'occuper de toute la release. Donc, on avait différents scripts qui étaient là pour pousser en production mon code, faire un rollback de mon code. Je voulais pousser une branche spécifique de mon code. Donc, toute la partie release management est gérée par Let's Deploy. Donc, c'était vraiment rapidement, il y avait peut-être une petite dizaine de scripts en Python et qui étaient là en fait juste pour gérer cette partie-là. On avait la partie configuration de management dans le sens où on peut pousser, modifier, voir en real time donc toutes nos variables d'environnement qui sont setées pour tous ces microservices, et on a les possibilités d'interaction avec ces derniers. Également pour Heroku, la gestion du scaling, donc c'est dans le sens où on veut rajouter des instances, modifier un peu la capacité. Donc là, c'était aussi mis à disposition de ces différents scripts. Et donc les développeurs avaient la main dessus pour monter la charge, pour réduire si on a passé des pics, ce genre de choses. Donc Let's Deploy Config, où on a notre gestion de configuration pour ces microservices, on l'a découpé assez simplement. Donc on a un fichier par microservice, et pour chaque microservice, on va avoir 3 parties distinctes au sein de la configuration que je vais afficher. Donc la première qui va être la source, donc où est-ce qu'il va chercher mon code qu'il va avoir besoin de déployer. Ici, on voit que c'est un repo sur GitHub. On va avoir la target, très simplement de type Heroku, le nom de l'app qui va être poussé, et ensuite différentes variables d'environnement qu'on va pouvoir setter directement. Donc là, c'est assez générique. On a été au plus simple. C'est un fichier de configuration JSON, et très facile à stocker, très facile à gérer. Et là, on a en fait tout qui est dans la main des développeurs pour passer à la suite. Au niveau du workflow management, alors il faut savoir que à cette époque-là, Nestor, son but et sa fonction, c'était uniquement gérer du workflow en fait. Pour nous, ce qu'on appelle gérer du workflow, c'est faire l'avancement. On a donc tous nos états de release qui sont gérés par des branches. En fait, on va avoir par exemple la branche master. C'est j'ai mon code, il a été écrit, il a été approuvé, la pull request elle est passée, super, on va passer en branche sur la branche master. Mais pour nous, chez Captain, la branche master ne signifie pas le code qui est release sur la production. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes ensuite qui vont avoir besoin d'être passées. On va avoir Greenlight qui va être notre outil de test end-to-end. Donc, une fois que notre code il est passé sur master, il va être poussé sur Greenlight, et notre outil va pouvoir faire passer l'ensemble des tests, ils vont jouer. Une fois que c'est validé, on peut pousser ça sur les environnements qui sont non production. Donc là, on va avoir staging, on va avoir un environnement qu'on appelle chez nous Shadow, où on va faire des tests de performance. Et une fois qu'on pense que ça, c'est concluant, du coup, là, on a juste à appeler Nestor, et pour lui dire de faire avancer la suite, on va passer sur la branche de production. Alors, un petit peu visuellement, donc là, sur les colonnes, c'est les différentes branches qu'on peut avoir et les différentes lignes. Ça va être différents cas, en fait, où on va avoir notre avancement qui va être bloqué, tantôt blanqué, ou tantôt il va pouvoir passer et être release sur la production. On va prendre, par exemple, la ligne numéro 3. Donc, vous avez un commit qui est passé, il a été poussé sur master, il a passé les tests, il a passé la branche qu'on appelle terminator, et il s'est retrouvé sur staging, mais où ça n'a pas été concluant, du coup, il ne s'est pas retrouvé dans la case de release. Et dans la ligne numéro 4, en fait, là, toutes nos étapes sont successful.
on va pouvoir passer sur l'étape de release et on va pouvoir déployer sur la production. Donc ça, c'était où on était avant, on était bien, plutôt tranquille. Et en fait, on est quand même une forte croissance, on a diverses problématiques, la boîte a grandi, il y a pas mal de choses qui se passent. Et on arrive en fait aux différents problèmes qu'on a eu. Alors le premier problème qu'on a, c'est que le contrat Heroku, il arrive à sa fin en fait. Et à ce moment-là, il y a diverses questions qui se posent. C'est est-ce que ça vaut la peine de continuer à rester sur Heroku? Est-ce qu'on change de système? Faut évaluer tout ça. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait sous Kubernetes. Pourquoi Kubernetes? Parce qu'on s'est dit, cool, on est une équipe de prod, on va faire de la tech, Kubernetes, c'est à la mode, on va tester. Mais il y a des vraies raisons en fait derrière tout ça. Donc il y a une première raison, scalabilité, c'est-à-dire que Kubernetes c'est super cool. Pourquoi? Parce qu'on peut gérer la charge facilement, c'est facile de faire x2, x3, et on peut le gérer de diverses façons. Il y a la raison des coûts. On passe de plateforme as a service à infra as a service dans notre situation. Et Heroku, en fait, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que Heroku, il s'occupe de tout ce qui est en dessous de votre application pour vous, en fait. Et là, en fait, on a décidé d'avoir notre propre infra à nous, donc cette fois une vraie infra, et ce qui nous permet aussi également d'améliorer la sécurité pour diverses raisons, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas chez nous parce qu'on utilise GKE, mais c'est nous qui avons la main, on fait les choix sur le load balancer, sur la gestion des accès, ce genre de choses. Donc il y a plein de raisons au move sous Kubernetes. Alors là, ce qu'on a besoin, c'est un outil en fait qui va nous permettre de déployer donc nos applications sous Kubernetes. Ce qu'on se dit en fait, c'est que essentiellement nos end users, c'est les développeurs chez Captain. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils soient bien et que tout soit facile pour eux en fait. On veut pas arriver et leur dire salut les gars, on passe sous Kubernetes, démerdez-vous avec la doc. C'est dans le sens où ce qu'on s'est dit en fait, c'est qu'on allait leur fournir un outil pour eux qui allait être clair, qui allait utiliser un peu les mêmes principes qu'on avait déjà auparavant et qui allait un peu wrapper tout ce qu'on a mis en place, tous nos changements pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a un command wrapper et qu'on utilise en fait le même outil pour tous les environnements. C'est-à-dire que l'environnement de développement des équipes, leurs environnements d'intégration doivent et vont utiliser le même outil que la production. Donc là, je parle un peu des 12 factors. Qui ici a déjà entendu parler de 12 factors? Ok, donc j'aurais pas besoin de m'attarder là-dessus. Donc c'est un ensemble de principes qu'on essaye de maintenir et d'appliquer pour tout ce qui est application web, SaaS, ce genre de choses. Et en fait, nous, on s'est dit, ok, mais du coup, tous les microservices, ils doivent respecter au mieux l'ensemble de ces principes et on doit avoir un outil qui doit aider à aller dans ce sens-là. Et bien sûr, l'outil doit être pour tout le monde, dans le sens où, comme je l'ai dit juste avant, c'est que nous, c'est cool, on est des sysadmins, Kubernetes, on est plutôt familier avec, mais le développeur, en fait, d'un côté, il n'a peut-être pas les compétences, il n'a peut-être pas envie de s'embêter avec, et lui, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que on puisse release, mettre ça en production le plus rapidement possible, et que nos clients ils aient un impact assez fort et ils aient toujours des nouvelles features assez rapidement. Donc, on avait une contrainte de temps. La première, c'était la sortie du contrat Heroku. Et on avait aussi une superbe contrainte qui était l'ouverture de la région de Londres pour nos services de VTC. À savoir que Londres, ça représente plus que ce que fait Paris en termes de chiffres, donc qui représente un enjeu conséquent et un enjeu de taille pour l'entreprise. On a besoin de scale assez rapidement. Donc pour ça, mais aussi parce qu'on a des besoins qui sont assez changeants. L'activité de l'application, elle est assez fluctuante et parfois, en fait, comme on a eu une super demande, par exemple, on nous a dit faut être capable de scaler l'infra x10. Donc là, c'est qu'est-ce qui va nous permettre en fait de faire ça. On a pu utiliser deux outils, je pense que tout le monde est familier ici, c'est Ansible et Terraform. Et ça nous a vachement aidé parce que quand on passe sur de l'infra as code, c'est super cool d'avoir tout ça qui est versionné et c'est super cool de pouvoir mettre ça sous divers environnements assez facilement
et d'avoir un peu le même code qui soit assez générique. Donc là, je vais passer sur Nestor. Donc Nestor qui était, comme je l'ai énoncé juste avant, c'était notre outil de gestion du workflow et qu'on a un peu tweaké pour répondre à nos besoins. Alors Nestor, ça a été la réécriture d'un outil qui était déjà présent auparavant. Pourquoi on est parti sur ce choix? Parce qu'on avait une contrainte qui était de temps qui était très forte et on avait une contrainte où on voulait réduire au maximum la complexité pour toutes les équipes. Du coup, la connaissance, elle était déjà là, l'outil, il était déjà là, il faisait déjà des choses, il les faisait bien. On s'est dit, on va repartir dessus parce que on a besoin d'aller vite. Et le premier cas d'utilisation, ça a été de l'appliquer aux environnements de développement. Pourquoi ça? Parce que c'est le plus facile pour nous. Et en fait, on n'a pas touché à la production dans un premier temps. On est directement passé sous Kubernetes pour les environnements d'intégration. Et les développeurs, en fait, ils ont tout de suite pu se faire la main sur cet outil et nous remonter en fait les premiers bugs, les premiers problèmes, les premières demandes d'amélioration. Une des demandes qui a été faite initialement, c'est de pouvoir déployer sous différentes plateformes. Donc nous, on a fait le move de Heroku vers Kubernetes. Donc on aurait pu utiliser le même outil aussi bien sur l'un que sur l'autre. Et on a besoin en fait d'avoir cette capacité à changer d'outil assez facilement. Finalement, ça a été utilisé uniquement pour Kubernetes, mais il y a toujours cette brique de gestion de Heroku qui est présente et qui permet en fait de faire les déploiements assez rapidement sur tout ça. Au niveau de l'architecture de Nestor, c'est 3 composants. On va avoir le premier qui va être la CLI. La CLI, pourquoi? C'est chaque personne sous son PC, il va le CLI qui va communiquer avec l'API. Et l'API, c'est juste l'interface qui va prendre toutes les commandes et qui va gérer ça, qui va gérer le workflow, qui va faire son avancement. Et on va avoir la dernière partie qui va être la partie cron pour tout ce qui est tâches planifiées. Donc, quand on rentre un petit peu en détail dedans, la CLI a permis de faire plusieurs choses. La gestion du workflow, c'est-à-dire que j'ai juste des commandes qui vont me faire avancer mes différentes branches, mes différents états. Ça, faut toujours du coup faire appel à ces dernières pour qu'elles communiquent avec l'API où on peut forcer ces différents changements. On a la gestion des releases. Donc, on a pris la même chose qu'on avait auparavant sous Let's Deploy. C'est qu'on s'est dit que là, on allait besoin de faire. J'ai besoin de déployer ma dernière version du code. J'ai besoin de déployer une branche. J'ai besoin de faire un rollback. J'ai besoin de gérer ma configuration. J'ai besoin de modifier des variables d'environnement. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est présent en production, quelles sont mes variables. Et on a la gestion des data stores, c'est-à-dire que sur les environnements de développement, on a tout ce qui est back-end, Postgres, Mongo, RabbitMQ, Redis, ce genre de choses. On a le wrapper de commandes en fait pour initier des bases de données, initier des comptes utilisateurs, et ça permet du coup facilement aux développeurs, quand ils ont un nouveau microservice, de modifier l'environnement assez facilement et assez rapidement. On va avoir le wrapper de commandes autour de kubectl, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas rajouter la complexité pour nos équipes de développement et on voulait que ce soit assez facile pour eux d'utiliser des fonctions qui vont avoir besoin de façon assez quotidienne. On va avoir la redirection de port, on va avoir le changement d'environnement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir besoin de modifier leur configuration en local. C'est que comme on utilise GKE, ils auront juste leur compte gCloud qui est initié. Et ils ont une commande qui leur permet du coup de passer d'un environnement de production, l'environnement de Shadow, différents environnements d'intégration assez facilement. Et toute la notion des namespaces et des contextes Kubernetes, elle est masquée à ce niveau-là. Au niveau de l'API, donc l'API, toute la partie Nestor a été codée en Node.js. Pourquoi en Node.js? C'était que historiquement, au sein de l'entreprise, c'était la technologie qui était dominante et c'était là où il y avait le plus de connaissances et ce qui permettait d'avoir plus de personnes qui pouvaient prendre le relais, prendre la suite, rajouter du code, faire de nouvelles fonctionnalités. Possède la gestion du workflow, c'est-à-dire que tout se passe par call API pour faire avancer, passer aux différentes étapes, faire appel aux tests end-to-end, au déploiement. C'est cette partie qui contrôle ça. Elle est appelée par notre CI, on utilise Circle CI. Donc une fois que notre code il est fait,
On a CircleCI qui va tourner, qui va réaliser 2-3 tests et ensuite qui va appeler du coup la phase de build et on va pousser directement ça sur le Docker Hub. À ce niveau-là, on est plutôt prêt à être agnostique dans le sens où ça peut être Docker Hub ou ça peut être du conteneur registré sur Amazon, sur Google. C'est flexible et c'est assez ouvert pour passer d'un produit à un autre. L'API elle a besoin en fait de 3 fichiers dans le repo du microservice. Donc on va avoir le Dockerfile qui va permettre permettre de build notre microservice pour être pushé. Donc on a toute la description. On va avoir le procfile qui va en fait prendre un peu le modèle qui est présent sur Heroku et on va avoir en fait la définition des process qui vont être initiés par le microservice. Donc on va les nommer simplement, ça va être une ligne qui va prendre le nom du process et quelle commande va être appelée par ce process. Et de la même façon, on a la gestion des cron files qui vont donner des cron jobs Kubernetes où on va avoir la définition de ces derniers, donc quels sont leurs noms, quelles sont leurs commandes. Et plus tard, en fait, on aura la gestion du coup de la planification de ces cron jobs. Donc l'API, elle est appelée également par Rundeck. Rundeck, c'est notre outil de job scheduler qu'on utilise. Il faut savoir que chez nous, en fait, c'est toutes les personnes au sein de Captain ont des accès et peuvent du coup appeler des fonctions qui vont être assez techniques. Donc ça fait être sur des scripts qui vont tourner sur la production, mais on ouvre ces fonctions à des personnes qui sont non techniques, c'est-à-dire des personnes de l'équipe du service client ou de la finance, elles ont accès et elles peuvent du coup faire des interactions avec la production pour initier certains scripts. Et du coup, au niveau de l'API, on a un seul build qui est généré par code delivery, et ce qui permet d'avoir assuré la consistance entre les différents environnements. On a juste la configuration qui va changer, mais le build il reste unique. Alors, au niveau de Nestor Cron, alors, on a différentes tâches qui sont planifiées. On a la mise à jour des environnements de staging. Il faut savoir que staging, c'est nos environnements de test qui sont utilisés au quotidien par les équipes de développement. C'est un peu l'environnement de test pour les environnements d'intégration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura des mises à jour des différents environnements d'intégration à partir de cet environnement de référence. Et on peut aussi gérer en fait la mise à jour des environnements de développement pour ne pas écraser leurs changements, pour ne pas écraser leurs nouvelles versions. C'est qu'on uniformise pour utiliser les dernières releases, mais tout en gardant leurs changements qu'ils voulaient tester. On a aussi donc les nouveaux déploiements sont mis à jour toutes les 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, en fait, on a toujours les dernières versions du code qui sont poussées sur ces environnements. Et on a ce qu'on appelle le reset des environnements. Une fois par semaine, on va prendre cet environnement de référence, on va récupérer tous les backends, on va faire des snapshots et on va les mettre à disposition sur les environnements de test des développeurs, leurs environnements d'intégration, pour qu'ils puissent à chaque fois en fait, avoir un jeu de données propre qui soit à jour et qui soit assez uniforme. Au niveau de la construction de la configuration, donc on fait assez simple, on reprend un peu on prend des Kubernetes templates et on va overrider la configuration. Donc par différents moyens, c'est qu'on a un premier template, on va avoir ensuite un project YAML pour la configuration au niveau des projets. Donc là, on aura une configuration qui va être plus globale et après, on va avoir une configuration qui va être par microservice. On a la gestion d'environnements interdépendants, c'est-à-dire que les environnements d'intégration de tests des développeurs, ils vont descendre d'un environnement staging qui va être notre référence de test, et ce qui permet du coup d'avoir une certaine hiérarchie et d'avoir une certaine mise à jour des différents environnements qui suivent une certaine chaîne de déploiement. Et du coup, ça passe par un merge des fichiers et bien évidemment la hiérarchie qui est respectée et qui permet d'overrider certaines caractéristiques. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble, on a des fichiers de templates par ressource Kubernetes. Donc c'est assez simple, je pense que tout le monde connaît à peu près, donc les HPA, les déploiements, les pods ou les cron jobs. Et on reprend un peu le modèle qui est assez générique et on va overrider certains paramètres qui vont être le nom de l'application, ça va être les labels, ce genre de choses. Pour vous montrer un fichier de configuration au niveau projet, donc ça c'est plutôt ce qu'on va avoir au niveau des différents environnements. Par exemple sur la production,
sur les environnements test, sur les environnements staging. C'est là où on va venir définir tous nos paramètres qui vont être globaux à cet environnement. Donc ça peut être le Docker Registry, ça peut être des variables au niveau du domaine, ça peut être ce genre de choses. On peut définir également du coup les ressources Kubernetes qu'on va avoir communes à cet environnement. Par exemple, dans notre cas à nous, ça va être le nombre de réplicas. Ici, on définit 3 réplicas minimum et maximum. Donc là, c'est en dur qu'on va set à 3 réplicas. On va avoir les limites de ressources pour certains types de déploiements et le node selector. Et pour finir, ce qu'on peut définir, c'est des variables d'environnement global et également des paramètres qui vont être utiles à l'application, comme le channel Slack en fait, sur lequel on va définir, on va informer des nouvelles releases ou ce genre de choses. Au niveau de du fichier de configuration qu'on a par application, donc ça reprend un petit peu ce qu'on avait au préalable sous Heroku, les différentes sections. Donc on va avoir notre source qui va être un GitHub hub et on va avoir pas mal de paramètres. Donc on a des paramètres qui vont être liés à Kubernetes, comme les ressources et les scales. Et on va aussi avoir d'autres paramètres, comme ici on a par exemple Teams qui vaut security. Et en fait on va venir définir pas mal de choses pour la gestion que ce soit à la fois du workflow, la gestion des alertes, la gestion du monitoring. Donc, dans ces fichiers de configuration, on va avoir donc, du coup du routing pour les alertes et on va avoir aussi la définition des seuils. Par exemple, comme vous avez l'exemple ici, c'est du coup des seuils qui sont définis pour la latence et vous avez également la team qui est référencée pour router toutes les alertes qu'on fait via Prometheus dans le bon channel Slack. On a aussi un schéma de validation de la configuration. C'est une étape qu'on a sur CircleCI qui va permettre du coup aux applications qu'on valide du coup tous les paramètres qui sont définis. On peut s'assurer d'avoir au minimum une équipe qui est référencée pour que les alertes y soient routées. On peut avoir des seuils par défaut ou quand c'est overridé, on veut s'assurer de la validité de ces derniers. Parce que s'il y a des seuils qui n'ont pas de sens, si on attend 10 minutes pour un service web, forcément, ça sera pas cool. Au niveau de la gestion de l'historisation, ce qu'on garde, en fait, on a Nestor History. Nestor History, qu'est-ce que c'est? Ça va être un repo qui va stocker tous les fichiers YAML qui ont été générés dans le temps pour une certaine application sur nos différents environnements. Et du coup, on va pouvoir facilement, en fait, voyager dans le temps par rapport à notre application. On peut tout de suite retrouver le YAML qui a été appliqué sur la production et voir tout de suite s'il y a une misconfiguration qui a pu être faite ou une erreur dans le déploiement. Ce qu'on va avoir également, c'est la gestion des rollbacks. Du coup, quand on va générer un rollback, on va faire appel au précédent YAML qui a été généré, mais on peut également spécifier un YAML précis pour venir à une certaine version dans le temps. Par exemple, si les 2-3 dernières releases, on sait qu'il faut qu'on revienne à 4 releases antérieures, là, c'est assez facile de le faire et c'est assez rapide comme on a déjà tous les YAML qui sont historisés et versionnés. La gestion des rollbacks que je viens d'aborder. Et du coup, les features au final qui sont les plus utilisées par nos développeurs, c'est au final des choses qui sont assez classiques. C'est le déploiement d'une branche en particulier. Pourquoi? Parce que pour le développeur, quand il fait son code, il pousse ça sur sa branche. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'automatiquement, Nestor, il va appeler le build de l'image Docker pour cette branche spécifique, pour cette version du code, et il va pouvoir la pousser sur son environnement de développement assez rapidement. On a le port forwarding, c'est-à-dire que le développeur, une fois qu'il a fait son code, il l'a poussé, il veut le tester, il peut facilement rediriger les ports, même si ces apps sont exposées, mais il peut également du coup récupérer les ports de la base de données et pour aller vérifier ce qu'il y a sur son environnement de développement, que ces documents ils correspondent bien à ce qui s'attend. On a la gestion des data stores, du coup de la même façon, MongoDB ou Postgres ou autre. S'il y a besoin de créer une nouvelle ressource, une nouvelle entité, il peut le faire rapidement sur les environnements auxquels il a accès. Ça, c'est toujours pour faciliter le travail et du coup amener toujours pour que ça soit plus vite pour lui de release en production. Et on a le changement d'environnement du coup qui est toujours utilisé.
Alors ça, c'est le workflow. Donc c'est un slide qui est un peu violent, mais ça montre en fait comment on passe du code à la prod assez rapidement. Les logos, ils sont assez génériques, ils parlent à tout le monde. Donc on utilise GitHub, on utilise CircleCI, on utilise CodeCov et Docker. Donc ça permet du coup d'avoir après, une fois que le code il est buildé, il est généré, on peut passer simplement sur les tests end-to-end. Donc là, on utilise Greenlight. Et après, on a nos environnements de test qui utilisent Kubernetes avec GKE. Et on a toute la suite après de monitoring, de métriques, d'alerting. Et ça passe en production. Donc ça, c'est pour un slide pour vous montrer l'état du workflow. Il faut savoir qu'on part de tout à gauche où on va voir le développeur qui va faire son code. Une fois que le code il a été validé, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura le merge sur master et qui va Circle CI, en fait, une fois qu'il sera passé, il va faire un appel à Nestor. Du coup, Nestor, qu'est-ce qu'il va faire il va créer l'image, il va builder et il va commencer à manipuler les différentes branches pour que le code soit poussé sur la branche Greenlight. Une fois que le code il est sur la branche Greenlight, on a ce dernier qui va se lancer toutes les heures et qui va faire les tests end-to-end du coup sur tous nos microservices. Il va passer partout. Et une fois que c'est concluant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un nouveau call à notre API de Nestor. Il va lui dire bah, c'est super, tous mes tests end-to-end y sont passés. Tu peux passer à la suite du workflow, tu peux passer à la suite des déploiements. Donc là, dans notre cas, nous, on a trois branches différentes. On a Terminator, Staging et Shadow. Donc c'est par exemple, Terminator, c'est la branche où on va avoir des tests de charge qui vont être opérés. On va avoir les branches Staging et Shadow pour différents usages. Et sur ces derniers, après, on fait appel à Rundeck. Donc là, on va initier soit manuellement, soit par une tâche planifiée. Au niveau de la tâche planifiée, c'est que en début de matinée et en début d'après-midi, on va initier les déploiements de tous les microservices pour qu'on pousse en production les dernières versions. Mais c'est aussi possible de le faire via un call API ou manuellement par les développeurs. S'ils veulent release leur code, ils peuvent le faire directement. Donc là, on va sum up un petit peu tout ce qu'on a passé et de quoi on a discuté. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on est passé d'une architecture qui était plateforme as a service et à l'heure actuelle, on est en infra as a service. On a eu un challenge qui était assez intéressant, c'est que la migration au total, elle nous a pris 4 mois pour passer de Heroku à Kubernetes sur toute la production. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Kubernetes pour des tests ou pour des environnements qui sont assez restreints, mais au final, nous, on a pu implémenter Kubernetes sur tous les environnements en fait, qui sont différents. On a notre outil qui était initialement un outil de gestion du workflow et qui est devenu un outil de release management, configuration management et qui fait au final pas mal de choses et qui est utilisé par tout le monde. Ce qu'on pense de tout ça au final, c'est que on a eu notre outil du coup Nestor qui était présent et au final ça nous a coûté moins cher en temps et en ressources humaines, en ressources de formation d'utiliser un outil qu'on a fait à notre façon que d'utiliser un outil qui aurait pu être disponible sur la communauté ou sur internet. Donc ce qu'on pense c'est qu'au final on est fier d'avoir utilisé notre outil, mais on se dit qu'on n'est pas lié à un outil dans la durée et que ce dernier il répondait à un besoin spécifique à un certain moment donné. Il y a plein de personnes qui font leur propre outil dans chaque société, mais il y en a également en fait qui passent sur des outils génériques et à chaque fois en fait qui prennent déjà ce qui est disponible. Et au final, on pense qu'il ne faut pas avoir honte de réécrire ce qui existe déjà si vous avez des besoins qui sont spécifiques ou si vous avez des contraintes de temps ou autre. Les prochaines étapes que nous, on va avoir, c'est au niveau du container build. À l'heure actuelle, c'est Nestor API, donc c'est une machine qui va tourner, qui va builder les différents conteneurs. Au final, comme on est vachement lié à GCP, dans le sens où on utilise pas mal de leurs outils, on se dit qu'on peut, on utilise GKE, on peut passer par Google Container Build, et au final, on va gagner en performance, on va gagner en efficacité, et également une réécriture des outils peut être intéressante, dans le sens où là, tout a été fait en Node.js. C'est pas toujours le truc le plus cool quand on fait de la CLI. Et là, en fait, on constate à faire du Python, par exemple, qui peut être un langage plus approprié pour faire ce genre de choses. Donc, il y a plein de projets sur lesquels
on est amené à travailler pour faire évoluer notre outil. Donc Helm, je pense que qui ici utilise Helm pour de la production? Il y a quand même quelques personnes. Je pense que ce dont je vous ai parlé, ça se rapproche assez de ce que vous faites, c'est-à-dire que c'est des templates de configuration pour Kubernetes. Mais au final, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on a un peu réinventé la roue, mais au final, on en avait besoin à un certain moment et qu'il faudrait peut-être du coup revenir à quelque chose qui est présent. Et pourquoi en fait, c'est un outil qui est vachement utilisé par la communauté autour de Kubernetes. Et en fait, on pourrait se baser dessus pour avoir plein de fonctionnalités qu'on n'a pas à l'heure actuelle et qui pourraient nous être très utiles. Et puis c'est un outil qui est performant, qui est assez stable et dont il y a une nouvelle version qui est sortie très récemment. Les étapes, les produits aussi qu'on envisage d'utiliser. Donc il y a Téléprésence par exemple et Monday qui sont des outils de debug de pod directement en fait que vous pouvez récupérer sur votre poste. Ce que vous pouvez faire, c'est connecter votre poste entre guillemets à votre cluster Kubernetes et directement faire des mises à jour de votre pod sans passer par toute une chaîne de déploiement qui serait assez coûteuse en termes de temps. Là où vous allez devoir build une nouvelle image, changer du code, attendre que ça passe différentes étapes de validation. Là, vous avez votre conteneur directement en local que vous reliez, vous pouvez le débugger instantanément. Également, c'est rendre notre outil Nestor disponible à tous en open source, à savoir qu'on a essayé de le rendre assez agnostique, mais qu'il y a certaines propriétés qui sont propres à notre utilisation, comme la gestion du workflow, qui est assez spécifique à Captain, mais en dehors de ça, ça s'adapte sous Kubernetes. Donc Kubernetes, aussi bien que vous l'utilisiez sous GKE, chez vous à la maison, dans votre data center ou chez AWS, ça marche en fait sous n'importe quelle version. On n'est pas également accroché à GitHub ou à Docker Hub. En fait, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quel container registry, vous pouvez héberger votre code sur n'importe quel service et au final, du coup, ça serait disponible. Et voilà pour la présentation. Et du coup, si jamais ce soir vous voulez rentrer tranquillement, vous avez 15 € de promo avec le code sysadmin. Donc ça, c'est les petites secondes auto-promo. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Salut, merci pour la presse. Si on revient sur ton schéma, tu as les branches et les pipelines de déploiement. Ouais, celui-là. Non, ouais, voilà, celui-là. Donc ça, c'est pour un service donné? Ouais, c'est le workflow qu'on a de façon générique pour tous nos microservices. C'est-à-dire qu'il va passer toutes ces étapes. Et du coup, comment vous faites quand il y a une feature qui touche plusieurs microservices? Vous avez besoin de déployer. Est-ce que votre outil gère aussi ça, ce graphe de déploiement que vous avez besoin de générer? C'est une feature qui touche des modifications sur plusieurs microservices. Comment est-ce que vous faites pour synchroniser? Comment est-ce que vous vous débrouillez pour ça, pour cette problématique-là? Okay. Du coup, on n'a pas de synchronisation des dépendances entre tous les microservices. C'est-à-dire qu'en fait, on a les tests end-to-end qui vont passer toutes les heures. Et on peut en fait gérer les branches. En fait, par exemple, on va avoir une certaine branche sur nos différents microservices qui vont passer toutes ces étapes. Mais il n'y a pas de gestion d'interdépendance entre ces derniers. C'est-à-dire qu'ils vont passer ces étapes et en fait, à un certain moment, on va tous les retrouver sur une certaine étape, par exemple sur l'environnement de test end-to-end ou l'environnement de test de charge. Et c'est là en fait qu'ils vont tous être à une certaine version et du coup laquelle qu'on peut faire avancer. Et comme on a cette gestion des historiques, on peut assez facilement venir mettre une certaine version d'un microservice. Attention à ne pas faire de breaking change, quoi. C'est ça. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très, très intéressant. Moi, j'ai une question sur ce graphique-là. En fait, combien de temps ça prend de passer de master à production avant et après la migration en passant de Heroku à Kubernetes? Est-ce que vous avez gagné ou perdu du temps? Et au global, combien de temps ça met en fait? Moi, j'étais pas là au temps de Heroku, donc je saurais pas dire combien ça prenait de temps auparavant. Par contre, ce que je peux répondre, c'est le temps que ça prend à l'heure actuelle. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un moyen en fait de pousser de force push en fait sur la production du code.
Mais si tu veux suivre toutes les étapes du workflow, passer tous les tests end-to-end et les tests de charge, en général, il y en a on a la tâche planifiée qui se passe toutes les heures et qui dure à peu près 45 minutes. Donc en général, ça prend grosso modo 1 heure. En Ok. 1 heure, tu peux passer sur la production. Et les migrations de schémas de base de données ou Mongo ou autre dans tout ça, c'est intégré dans l'outil ou pas? Alors, on n'a pas la gestion des migrations de schémas sous Mongo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on gère complètement en dehors, qui est complètement à part, qui est différent du code. C'est-à-dire qu'on a les différents scripts de migration qui sont dans le repo du microservice, mais notre outil ne permet pas de les appliquer directement. C'est-à-dire qu'on va faire appel au microservice pour initier, mais il n'y a pas de l'outil Nestor en lui-même ne fait pas de migration de schéma. Ça, c'est toujours une tâche qui est faite par les DBA chez nous. Une autre question? Bon. Mais merci beaucoup. Merci.